Ça va bien? C'est bien, on y va, on avance. Ok, dis bonjour au maire. Bien. Super. On a l'impression que depuis quelque temps, nous vivons avec des ruptures successives et que ces ruptures successives aussi entraînent un certain désarroi. Et il faut se poser des questions concernant une pratique qu'on voudrait pérenniser, à savoir celle de la transmission. Est-ce que nous sommes capables actuellement de transmettre comme on le faisait avant, c'est-à-dire essayer de faire passer des savoir-faire ou des savoirs, alors que justement il y a une crise du savoir et que l'on sait que les plus jeunes, et il y en a, ils vont nous parler aujourd'hui, que les plus jeunes ont parfois beaucoup plus de connaissances que nous et un accès au savoir que nous n'avons pas grâce à certaines technologies dont M. Larcher a parlé ce matin. Et il y a donc un problème important, c'est qu'il y a une perte de repères, mais cette perte de repères, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette perte de repères intéresse aussi bien les personnes âgées que les jeunes. Notre objectif dans cette affaire, c'est un objectif de créer une société nouvelle qui prenne en compte toutes les transformations qu'il y a et qu'il y a eu, de façon à ce que cette société soit vivable pour tout le monde. En tant que jeune, je sais que les relations entre les générations sont souvent tendues. Il faut le dire, ce n'est pas parce que l'on est l'aîné que l'on a forcément raison. L'écoute est la clé de la compréhension. Le développement durable est la gestion rationnelle des ressources humaines, naturelles et économiques qui vise à satisfaire des besoins fondamentaux de l'humanité. Il implique plusieurs conditions. La conservation de l'équilibre général, le respect de l'environnement, la prévention de l'épuisement des ressources naturelles, la diminution de la production de déchets et enfin la rationalisation de la production et de la consommation d'énergie. Mais c'est aussi le premier sujet de rapprochement des générations, car notre planète est l'histoire et l'affaire de tous. Le recyclage, la consommation, le reboisement nous intéressent tous, car c'est à la fois notre avenir et celui des générations futures. Les fondements ou grandes idéologies ne sont plus d'actualité. Les dilemmes opposant les différents partis politiques et la mondialisation modifient la perception et l'utilité de l'action collective. Les jeunes ne développent pas un rapport indifférent à la politique. Les années de jeunesse ne constituent pas un bloc d'expérience unifié et continu. Si nous pouvons être en retrait du jeu électoral, nous sommes aussi des acteurs au premier rang de la mondialisation collective. Vous êtes-vous déjà dit parfois que nous pouvons penser agir de manière solidaire envers des gens, mais que ces personnes perçoivent cette initiative comme une prise en pitié ou comme une tentative de nous imposer notre modèle, de leur imposer du moins notre modèle, notre vision des choses. L'acceptation des différences doit être une force qui œuvrerait pour trouver des solutions adéquates en fonction des problèmes propres à chaque peuple. On parlera donc d'adaptation relative au territoire comme une bonne pratique de solidarité à inculquer à nos générations futures. Mais certaines personnes se demanderont qui nous sommes pour décider de ce qui peut être bon ou pas. Alors même s'il est vrai que les hommes sont tous différents, je pense que le respect et la tolérance doivent être des valeurs universelles pour les générations futures. C'est vrai que l'incertitude du présent réside peut-être un peu dans le fait que, d'après le bilan fait en 2010, les chiffres ne parlent pas en faveur de l'atteinte des objectifs du millénaire. Mais devons-nous pour autant baisser les bras? Non, je ne pense pas. Et c'est pour cela que nous sommes tous réunis ici, depuis 2 jours. Parce que tant qu'il y aura des gens comme nous, il y aura une lueur d'espoir pour tous ceux qui ont besoin de solidarité. Alors il est évident que la participation des autorités locales est essentielle à la naissance de pareils projets, que le soutien politique et communautaire est indispensable pour assurer la viabilité à long terme de ces projets, que tous les citoyens
et ce, de tous les âges, monsieur Yo-Yo, sont concernés par ce dont nous parlons depuis 2 jours. On parle effectivement de lien intergénérationnel et souvent on oublie que le lien intergénérationnel lui-même est un lien social. Donc, qu'il témoigne en fait de la solidité, de l'unité, du vivre ensemble d'une société. Ça, c'est déjà une chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le terme complexité a été utilisé, ce matin aussi. Il est vrai que notre société est de plus en plus compliquée de par les différentes séquences, de par les différents clivages qui se manifestent au sein de cette société. Puisqu'il y a les clivages, on va dire, ethnoclassiques, d'accord, les classes sociales, les classes ethniques pour certaines sociétés, puisque ça existe encore, et puis aussi les clivages culturels, d'accord. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a les générations qui viennent rajouter à ce système de clivage. Donc, on peut être dans une culture martiniquaise de jeunes, une culture martiniquaise d'adultes, une culture martiniquaise de vieux. Et ça devient donc super compliqué. Donc lorsqu'on interroge effectivement le parcours de vie d'un jeune martiniquais, et je pense que c'est peut-être généralisable à certaines d'autres sociétés qui partagent les mêmes problématiques que nous, lorsqu'on se met un peu à sa place, on se dit mais ça devient vraiment très compliqué de comprendre comment fonctionne notre société. Et si j'ai été très d'accord avec le docteur Yo-Yo sur l'ensemble de son intervention, c'est vrai que, et là peut-être est-ce un débat sémantique entre sociologues, je suis complètement opposé à la perte de repères. Je crois, si on avait perdu de repères, nous t'écrions dans un trip là, enfin quand je dis nous t'écrions dans un trip, on serait vraiment dans la galère. D'accord, ce serait les tueries. La perte de repères, c'est qu'il n'y a rien qui nous permet de justement juger du bien ou du mal et de se positionner dans une vie et dans une relation. Pour moi, il y a une multiplicité de repères, d'accord, qui s'offrent à tout un chacun et que nous ne sommes pas encore posés pour choisir les repères qui vont nous permettre, vous voyez, de vivre ensemble et de construire et d'aller vers du progrès ensemble. Et c'est pour ça, sur la fin de l'intervention du docteur Yo-Yo, j'étais très d'accord sur cette notion du choix d'un vivre ensemble qui nous permettrait d'aller vers le progrès. Alors, en considération de cela, vous me direz, mais comment on peut donc problématiser en fait ce qui nous lie aujourd'hui? Parce qu'on a parlé d'interculturalité, on a parlé d'interterritorialité. Et moi, j'ai envie de ramener ça un peu à l'échelle humaine. C'est-à-dire sortir un peu du concept et ramener ça à l'échelle humaine et de se dire, bon, je vis dans un territoire et ce territoire-là va me nourrir. Je mange ses fruits, je mange ses légumes, je vois ses plantes, je sens son vent, je vois sa mer, je vois ses reliefs, etc. Et puis, je me les approprie et je me représente cette terre. Et cette représentation de la terre-là, c'est ma territorialité. D'accord ? Donc je vais nommer ma terre, mon pays, la terre de mon peuple, etc. Une fois que j'ai nommé ce territoire auquel je me suis approprié, je vais pouvoir le représenter et donc le partager, le formuler dans un discours qu'on va appeler le discours identitaire. Mais aujourd'hui, interrogeons les jeunes Martiniquais qui partent faire leurs études. Et je dis Martiniquais parce qu'on est en Martinique, mais en Guadeloupe, c'est idem pareil. Interrogeons ceux qui partent et demandons-leur de quoi témoignez-vous de notre pays dans sa réalité qui ne serait pas une réalité fantasmée, mais qui serait bien une réalité appropriée. Et c'est là que la question de la transmission va venir prendre un sens tout particulier. L'identité, c'est un patrimoine qu'on nous transmet et qui nous permet de prendre une posture, une position. Et puis la culture, c'est comment on va faire un lien à partir de cette posture. Sauf que jusqu'à présent, l'identité a été construite comme un élément de confrontation, d'opposition, de confrontation. Mais aujourd'hui, certains penseurs ont parlé d'identité rhizome, d'identité relation, dans des détours qui sont des détours dans l'actuel, donc qui considèrent la culture. Et c'est là qu'on arrive pour moi à la considération de la pratique. Et là, on nous dit, dans l'histoire qu'on nous inculque à l'école de la République, on nous dit, à un moment donné, nous avons abandonné la morale et nous tentons de construire l'éthique. Et donc, qu'est-ce que l'éthique ?
Et on nous dit que l'éthique, c'est véritablement une recherche d'une façon de vivre ensemble. Et cette façon de vivre ensemble, c'est d'échanger ensemble, de construire ensemble. Aujourd'hui, il faut revaloriser les connaissances populaires. Et il faut, vous voyez, non pas opposer les dialogues, les discours, parce que aujourd'hui, j'aime bien les projets sur les NTIC, mais les NTIC, ce sont bien des techniques. Ce n'est pas un savoir, ce n'est pas des connaissances. Et aujourd'hui, on a renversé la tendance. On va dire, Tiche, mon petit enfant va m'apprendre Internet. On n'apprend pas Internet, on utilise Internet. Un outil, ça s'utilise. Par contre, quand tu utilises Internet et que tu es en relation avec un gars en Allemagne, qu'est-ce que tu lui dis de chez toi? Et je crois que cette valorisation des connaissances populaires, c'est recommencer à la reconstituer. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est sur l'interrogation des échelles, vous voyez, de gestion de la vie en collectivité. Et nous avons de la chance dans nos pays insulaires. On nous disait micro, on nous disait handicapé, mais aujourd'hui, le développement des sciences politiques nous le montre bien. Nous sommes à une échelle idéale, c'est-à-dire que l'on se connaît. Et que le patrimoine de la Martinique, ce n'est pas une connaissance universitaire seulement, c'est des parcours de vie, donc c'est des familles. Aujourd'hui, donnons aux familles les moyens de leur autonomie et les moyens de préserver dans leur espace, tels que les DELACOU, tels que les espaces publics, de conserver leur patrimoine et ne nous aliénons pas nous-mêmes en aliénant la famille dans un modèle idéal type. Laissons la créativité aux gens qui s'aiment de créer de la réalité qui sera partageable dans un discours vrai. Voilà. Ma responsabilité, c'est de ne jamais oublier que ma vie est éphémère et que dans ce côté éphémère, je dois penser à la génération future parce qu'il me reste très peu de temps à vivre. Alors, c'est la traduction de ma conférence qui parle des réseaux avec les citoyens du futur. Ceux pour qui nous travaillons aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est théorique. Ça, nous le savons. Alors, il n'y a plus de vérité sur laquelle s'appuyer, mais uniquement de simples valeurs dont la validité est déterminée non pas par un ou plusieurs hommes, mais par la société comme totalité dans ses besoins fonctionnels en perpétuel changement. Ce mot n'est pas de moi. C'est très précisément en ces termes qu'en 1961, dans son ouvrage « La crise de la culture », Hannah Arendt s'exprime dans sa préface. Cette professeure de théorie politique de renom, grande disciple d'Heidegger, tente de nous dire ce qu'est la liberté. Le positionnement est sans équivoque. La liberté ne présume pas la souveraineté, mais davantage la capacité à créer l'événement, à engendrer le miracle. Eh bien, autrement dit, pour qu'un être soit libre, il doit réaliser et surprendre. Cette conception défend une vision politique qui s'attache à décrypter notre monde moderne, pris dans un dilemme entre le passé et le futur, et qui a besoin de répondre aux questions majeures du siècle. Et voici mon positionnement. Nous sommes dans un monde où il y a d'abord 3 crises fondamentales. La crise de la culture, la crise de l'éducation, et enfin, la crise du lien entre politique et vérité. La vérité. Qui incarne la vérité? C'est à ces réponses que s'attendent les citoyens qui sont inspirés par le changement. Et c'est dans cet esprit que la solidarité avec les citoyens du futur s'inscrit entre incertitude du présent et vision durable de l'avenir. Vous avez parlé du LACOU, qu'on connaît, de la coéducation. Donc, j'aimerais savoir comment voyez-vous le fait que pour les grands-mères qui faisaient justement partie de cette cour et de cette coéducation, le nouveau rôle des grands-mères doit être repensé puisqu'elles travaillent jusqu'à un certain âge, donc ne peut plus redonner par le temps consacré à cette coéducation qu'ils faisaient aux enfants. Donc, avez-vous réfléchi un petit peu sur le nouveau rôle que ces grands-mères-là ont? Parce qu'on parle de valeurs, ces valeurs sont transmises par les aînés. Donc, alors j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. L'âge de la retraite, et je crois que ça a été ébauché justement sur la retraite n'est pas forcément un repos. Pour moi, l'âge de la retraite est vraiment très tardif.
parce que bon, la plupart des individus dans la société sont exploités un certain nombre de temps par le système du travail, et qui est en fait le seul moyen en fait d'avoir une utilité sociale aujourd'hui. Et en plus une utilité sociale qui est, on va dire, jaugée par rapport au statut professionnel, au statut de l'emploi. Et je crois que l'on peut réfléchir comme ça à un autre système où la retraite intervient un peu plus tôt, mais où l'engagement sociétal plus général, d'accord, et souvent peut-être sur des facultés que l'on a acquis à côté des facultés professionnelles proprement dites, peuvent s'exprimer. Et puis c'est aussi la considération peut-être d'une nouvelle place des écoles, parce que quand il y a eu la première déstructuration des LACOU dans les quartiers en Martinique, l'école a un peu joué le rôle, on va dire, d'espace à tous, approprié à la fois pour des manifestations, on va dire, culturelles au quotidien familial. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de sanctuarisation. On va questionner les professionnels de l'éducation nationale qui parlent de la nécessité d'une sanctuarisation de l'école, au sens où l'école doit se fermer à son milieu. Alors que l'école, pendant longtemps, a été véritablement un vecteur d'ascension sociale dans les quartiers, mais aussi de progrès intellectuel. Quand je dis progrès intellectuel, c'est-à-dire dans l'échange. Et donc, comment resanctuariser? Pour moi, la problématique est de resanctuariser l'école, qu'elle devienne vraiment un lieu de conservation du patrimoine de l'échelle locale. C'est-à-dire que l'école puisse avoir, par exemple, beaucoup de quartiers en Martinique, bon, il y a des artistes. Pourquoi les œuvres de ces artistes-là ne sont pas... souvent, c'est enfermé comme ça, au CMAC, dans des carrefours forts. Pourquoi ce n'est pas dans les écoles et que on se rend compte que, oui, dans mon quartier, j'avais un grand plasticien et j'ai un grand tableau dans ma classe qui est de lui. Il y a un moment, j'ai entendu parler de personnes âgées, de respect, de solidarité. Moi, je suis personnellement une personne pas âgée, je suis une personne d'un certain âge. Voilà, bon. Je m'occupe de personnes plus âgées, moins âgées. Mais j'aimerais que dans notre société, que le respect soit rétabli. Il nous manque ce petit mot qui s'appelle respect. Ce sentiment que nos enfants ont perdu à force de rencontrer, de suivre ce qui se passe à l'extérieur, j'aimerais que ça se remette en place. Alors ma question serait, quelle stratégie prenez-vous pour essayer de rétablir le respect et instituer une solidarité entre les jeunes et les moins jeunes comme nous, puisqu'il y a un fossé qui s'est creusé? Le respect qui manque, je pense qu'il est dû à l'absence de la crainte. Je parle de l'autorité des parents. J'ai grandi dans une cité et il ne me serait jamais venu à l'esprit de faire certaines choses parce que je savais que si je rentrais chez moi et que ma maman l'apprenait, je suis très claire de peau, vous avez remarqué. Je pense que tout le monde aurait su que j'avais fait une bêtise. Et ça manque. Alors, j'ai des amis à moi qui me disent que oui, étant donné que les parents travaillent, que les horaires ne sont plus les mêmes, qu'il y a des mères, par exemple, qui sont infirmières. La mère qui est infirmière, qui a fait une garde, elle n'a pas forcément l'énergie quand elle rentre à la maison de gronder un enfant, de le taper, de le punir ou autre. Donc, que ça donne des jeunes qui partent à la dérive. Mais il y a plein de mères qui ne travaillent pas, qui sont chez elles, à qui on verse des aides, c'est vrai. Si on se mobilisait, je parle à l'échelle des Antilles, par exemple, pour dire à ces femmes, bon, ben écoutez, donnez un peu de votre temps et aidez la mère qui travaille, qui permet justement de financer le fait que vous ne travaillez pas. Si entre jeunes, il y avait plus de solidarité, vous pensez vraiment que dans un groupe de 10 voyous, entre guillemets, s'il y a un qui parle d'aller faire ses devoirs autres, que les 9 autres vont suivre? Non, forcément, on va essayer de le garder là. Donc, il faut essayer d'instaurer à nouveau ce sentiment de crainte dans les foyers, de respect des parents. Parce que c'est ce qui manque à la génération qui arrive. Ce sont des jeunes qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, mais qui n'ont pas forcément envie d'être avocats, qui n'ont pas forcément envie d'être docteurs. Il faut revaloriser le travail manuel. Il y a des jeunes qui sont super doués pour la poterie, pour le bricolage, mais ils ont tellement l'impression que s'ils ne font pas un bac S, un bac L, qu'ils sont moins
que ceux qui sont en général, c'est à nous de leur dire non. Il faut de tout pour faire tourner un monde. C'est à nous de leur montrer du respect pour que derrière, eux aussi, ils envient à leur tour de répondre par le respect. Le Bumidum a eu une conséquence non seulement sentimentale sur la Martinique, mais aussi sociologique. Parce que toute une génération de la main-d'œuvre martiniquaise, de ceux qui auraient pris le flambeau, est partie. Et ceux qui sont restés, non seulement étaient pris affectivement, d'accord, mais en plus de ça, ont eu une charge dans le don et contre-don, hein, d'accord, sur le retour entre générations, énorme. Et nous avons encore de ça. En plus, c'était, excusez-moi l'expression parce que je n'ai pas le droit au jugement de valeur en tant que sociologue, mais puisque tu as parlé d'opinion, je donne la mienne. Nous avons aussi été injuriés par nos congénères qui étaient en France et qui n'ont pas témoigné, vous parliez de témoigner de la vie, qui n'ont pas témoigné, qui n'ont pas eu de respect vis-à-vis de nous et qui n'ont pas témoigné de leur réalité de vie en France. Et ils sont venus avec leurs beaux costumes, leurs belles voitures, nous dire nous vivons en pavillon en France, alors que la réalité était tout autre. Et tout cela a cassé tout un processus d'émancipation locale, c'est-à-dire à avoir notre propre discours sur nous-mêmes, et qui a eu des conséquences dramatiques sur la famille, et qui a eu des conséquences dramatiques dans la relation entre générations, avec cette rupture de langage entre des anciens et des tout jeunes. Et j'aime souvent dire que, et quand j'interviens, parce que j'interviens, je suis sociologue de terrain, donc j'interviens des fois directement auprès des jeunes, et je dis, mais on dit qu'il n'y a plus de rite de passage dans la société martiniquaise, mais je suis désolé, les anciens ont encore cette notion du rite de passage. Et aucun ancien que j'ai rencontré, que ce soit à Sainte-Marie, que ce soit dans le sud de la Martinique, que ce soit à Basse-Pointe, à Fort-de-France, à Texaco, etc., tous les anciens m'ont dit, si la personne qui est en face de moi ne témoigne pas de qualité morale, ne témoigne pas d'une rigueur de vie qui va faire que le savoir que je vais lui donner, ce n'est pas pour couillonner X ou Y, je ne lui dirai rien et je mourrai avec mon savoir. Et il faut instruire les jeunes martiniquais sur le fait que le savoir, ce n'est pas un dû, ça se mérite. Et il faut instruire les anciens de la Martinique sur le fait que être un sachant qui est culte, ça, ce n'est pas un statut qui est dû, ça se mérite aussi.